distance de l'astre. Alors par ailleurs, ce qu'on appelle seconde d'arc. Une seconde d'arc, c'est la 3600e partie d'un degré. C'est-à-dire c'est la 60e partie d'une minute d'arc qui elle-même est la 60e partie d'un degré. Une seconde d'arc, je peux donc encore dire que c'est 1 sur 3600 que multiplie pi sur 180 pour l'exprimer en radians. Et on trouve donc immédiatement 1 sur 3600 que multiplie pi sur 180 qui est égal à St sur 1 parsec. Et je vous laisse faire la conversion. À partir du moment où on exprime St, la distance moyenne Terre-Soleil, l'unité astronomique en mètres, eh bien on va trouver tout simplement que 1 parsec, c'est égal à 3,086 10 puissance 16 mètres, ou encore égal à 3,262 années de lumière. Donc, en première approximation, nous pouvons retenir que 1 parsec est de l'ordre de 3 années de lumière. Sirius est l'étoile la plus brillante de notre ciel, à 8,8 années-lumière. Proxima du Centaure, comme son nom l'indique, est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se situe dans la constellation du Centaure, essentiellement visible dans l'hémisphère sud. Et cette étoile est à environ 4,3 années de lumière, ou encore 1,3 parsec de nous. Alors toutes ces étoiles et les nébuleuses qui les entourent constituent notre galaxie. Notre galaxie, c'est un volume aplati, un immense disque dont la dimension est de l'ordre de 100 000 années de lumière. Et notre système solaire ne se trouve pas en plein milieu de ce disque, il se trouve latéralement, à peu près à 30 000 années de lumière du centre de la galaxie. Et bien sûr, lorsque par une belle nuit, nous voyons apparaître dans le ciel la Voie lactée, eh bien, simplement, nous voyons la région la plus dense de ce disque par la tranche. Et nous abordons maintenant le vaste univers, dernier domaine, cet univers bien au-delà de toutes les étoiles visibles et des nébuleuses de notre galaxie, cet univers lui-même constitué de galaxies extérieures. Parmi les galaxies extérieures, il en est qui sont visibles pratiquement sans instrument, à l'œil nu, pourvu que les conditions d'observation soient excellentes. Les nuages de Magellan, par exemple, qui sont à 200 000 années-lumière environ de notre système solaire et qui sont essentiellement visibles dans des régions de basse latitude. Et puis aussi la belle galaxie d'Andromède, M31, dans la classification du catalogue de Messier, qui est environ à 2 millions d'années-lumière de nous. Au-delà, il y a une multitude de galaxies qui sont invisibles à l'œil nu, comme par exemple la belle galaxie M51 dans la constellation des chiens de chasse. Regarder tous ces objets, c'est recevoir les ondes électromagnétiques qu'ils nous ont envoyées il y a bien longtemps déjà. Observer ces objets, c'est donc regarder dans notre passé. Lorsque nous regardons le centre de notre galaxie, dans la région du Sagittaire, nous pouvons, avec des instruments, détecter le rayonnement très énergétique qui a été émis par le centre de notre galaxie il y a environ 30 000 ans. Lorsque nous regardons le grand nuage de Magellan, nous le voyons tel qu'il était il y a 200 000 ans. En 1987, quand a été découvert l'explosion d'une supernova dans ce grand nuage de Magellan, l'explosion s'était en fait, si je puis dire, produite près de 200 000 ans plus tôt. Et lorsque nous regardons
la galaxie M51, évidemment, nous la voyons telle qu'elle était il y a 12 millions d'années. J'ai parlé il y a quelques instants d'ondes électromagnétiques émises par les objets astronomiques que nous observons. Ce concept est évidemment lié à l'aspect ondulatoire de la lumière. Une onde électromagnétique que nous allons supposer monochromatique, c'est-à-dire à une couleur donnée, pour simplifier, peut être représentée par ce genre de petites sinusoïdes. Et on peut définir la longueur de l'onde, lambda, représentée ici par cette distance. Typiquement, la longueur d'onde pour la couleur rouge est de l'ordre de 0,7 micromètre, millionième de mètre, et pour la lumière violette, elle est encore plus petite, de l'ordre de 0,4 micromètre. On peut d'ailleurs indifféremment parler de longueur d'onde ou de fréquence, en appelant C la vitesse de la lumière dans le vide, dont nous avons déjà parlé. Nous avons F qui est égal à C sur lambda. Eh bien, les ondes électromagnétiques qui se propagent présentent une propriété intéressante qui est d'ailleurs très comparable à celle qui s'appelle effet Doppler pour les ondes acoustiques. Nous avons déjà observé que lorsque un véhicule est en déplacement et qu'il émet des ondes acoustiques, la fréquence de l'onde qu'il émet change suivant qu'il se rapproche ou qu'il s'éloigne de nous. Il en va de même pour les ondes électromagnétiques et c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau. Effet Doppler-Fizeau. Soit donc une source qui présente une vitesse radiale V. Ici notre source, là l'observateur, une certaine vitesse grand V, la vitesse radiale étant la projection sur la ligne de visée de la vitesse grand V. Si la source se rapproche, alors la longueur d'onde lambda émise par la source diminue. C'est-à-dire, en quelque sorte, que l'onde va prendre ce genre d'aspect. Si la source, au contraire, s'éloigne, alors la longueur d'onde augmente. Et l'onde va prendre ce genre d'aspect. Et la relation qui caractérise cet effet s'écrit de façon simplifiée delta lambda sur lambda égale V sur C. J'ai dit de façon simplifiée, cette relation est vraie si V est beaucoup plus petit que C, la vitesse de la lumière. Il y a une forme générale qui va s'écrire delta lambda sur lambda égale 1 plus V sur C à la puissance 1,5 divisé par 1 moins V sur C à la puissance 1,5 moins 1. Et je vous laisse vérifier à titre d'exercice que lorsqu'on n'a plus des vitesses relativistes, lorsque la vitesse est petite par rapport à la vitesse de la lumière, lorsque V sur C peut être considéré comme un infiniment petit, alors simplement, en écrivant des développements limités aussi bien au numérateur qu'au dénominateur, on retrouve l'expression classique de l'effet Doppler-Fizeau, à savoir delta lambda sur lambda égale V sur C.
bien sûr, si j'ai parlé de cet effet Doppler-Fizeau, c'est parce qu'il va devenir essentiel pour comprendre ce qu'il arrive exactement à notre univers lorsque l'on regarde les galaxies extrêmement éloignées. Lorsque l'on regarde les galaxies extrêmement éloignées, eh bien, on constate que toutes les ondes électromagnétiques qu'elles émettent présentent un décalage vers les plus grandes longueurs d'onde, encore appelé décalage vers le rouge ou en franglais redshift. Donc une étoile ou une galaxie qui se rapproche de nous émet des ondes électromagnétiques qui semblent avoir une longueur d'onde plus petite qu'en réalité. On peut dire en langage courant qu'il y a un décalage vers le violet, puisque le violet correspond aux plus petites longueurs d'onde dans le domaine visible. A contrario, si une étoile ou une galaxie s'éloigne de nous, tout se passe comme si les ondes électromagnétiques qu'elle émet étaient décalées vers les plus grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le rouge. Alors si j'ai mentionné tout cela, c'est parce que cet effet est essentiel quand on s'intéresse à des galaxies très lointaines. Pour des galaxies très lointaines, c'est un effet qui a été mis en évidence par Hubble, eh bien on constate, galaxies lointaines, qu'il y a systématiquement un décalage de longueur d'onde, delta lambda, vers le rouge, vers les plus grandes longueurs d'onde. Et ce décalage de longueur d'onde permet d'en déduire que la vitesse radiale de ces galaxies est une vitesse, petit v, de récession, d'éloignement. Or, lorsque l'on cherche à représenter cette vitesse en fonction de la distance des galaxies qui évidemment est très compliquée à estimer, on ne peut plus travailler avec des méthodes de parallaxe, on est obligé d'utiliser des étapes intermédiaires assez complexes, eh bien, on constate que ces diverses galaxies vont avoir présenté une relation quasi-linéaire entre la vitesse et la distance. Quasi-linéaire, évidemment, aux erreurs de mesure près. Et ça, c'est précisément ce qui se traduit par la loi de Hubble, V égale H, une constante, dite constante de Hubble, que multiplie D. Et cette constante de Hubble, H, est estimée être de l'ordre, alors V est classiquement mesuré en kilomètres par seconde et D en mégaparsec, c'est-à-dire en millions de parsecs. Dans ces conditions-là, la valeur estimée actuellement pour H est 70 km par seconde par mégaparsec. Alors cette relation de Hubble est essentielle pour comprendre ce qui arrive à l'univers. Cette relation et aussi des phénomènes mis en évidence plus récemment, comme par exemple le rayonnement du corps noir cosmologique, nous donnent à penser que l'univers est en expansion. Ce ne sont pas les galaxies lointaines qui s'éloignent de nous, de notre Terre, de notre système solaire, de notre galaxie. En fait, c'est tout le tissu même de l'univers qui se dilate. Et j'attire votre attention sur le fait que H, on l'a vu ici, 70 km par seconde par mégaparsec, H a les dimensions de l'inverse d'un temps. Eh bien, précisément, une façon très simple d'estimer, très grossière, qui ne tient pas compte de la gravitation et de nombreux effets correctifs, une façon très simple d'estimer l'âge de l'univers, c'est de se dire que 1 sur H représente cet âge de l'univers. Et je vous laisse